À 8h15 du matin, le 6 août 1945, le ciel au-dessus d'Hiroshima était dégagé. Les habitants de la ville, pour la plupart ignorants de ce qui allait se produire, se préparaient pour une nouvelle journée en pleine guerre, sans savoir qu'en quelques secondes, leur monde cesserait d'exister. Depuis les hauteurs, le bombardier américain Enola Gay largua une arme inconnue de l'humanité, une bombe à uranium surnommée Little Boy. À environ 600 mètres d'altitude au-dessus du centre-ville, l'explosion libéra une énergie équivalente à 15 000 tonnes de TNT, déclenchant une boule de feu surpassant en intensité et en chaleur toute arme utilisée jusqu'alors. La lumière de la déflagration fut si intense que, même à plusieurs kilomètres, ceux qui l'avaient vue furent temporairement aveuglés. À l'épicentre, la température atteignit près de 4000 degrés Celsius, vaporisant instantanément les personnes les plus proches et réduisant en cendres bâtiments et structures dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Les ombres des corps humains restèrent imprimées sur les murs et les trottoirs, comme des traces spectrales de vies anéanties en une fraction de seconde. L'onde de choc, voyageant à plus de 1000 km/h, balaya la ville avec une force irrésistible. Les toits s'envolèrent comme des feuilles mortes, les murs s'effondrèrent et les poteaux électriques se plièrent comme de la cire. En quelques instants, les 2/3 d'Hiroshima furent réduits à des ruines en flammes. Des milliers de personnes furent projetées contre des objets solides, subissant de multiples fractures et des blessures causées par des éclats de verre et de débris. Moins de 3 jours plus tard, le 9 août 1945, la ville portuaire de Nagasaki connut une tragédie similaire. Là, la bombe Fat Man, à cœur de plutonium, libéra une puissance encore plus grande, équivalente à environ 21 000 tonnes de TNT. Bien que la géographie montagneuse de Nagasaki ait partiellement limité l'ampleur des dégâts, le résultat fut tout aussi dévastateur. Des quartiers entiers rayés de la carte, des incendies ravageant les collines et des milliers de morts ou de blessés en quelques minutes. Dans les deux villes, le silence qui suivit l'explosion fut glaçant. Un vide sonore seulement interrompu par les cris des blessés, le crépitement des flammes et l'effondrement des structures affaiblies par la détonation. Les survivants proches de l'épicentre émergèrent la peau déchirée, pendant en lambeaux. D'autres, en état de choc, marchaient nus ou à demi-nus, leurs vêtements réduits à des haillons carbonisés. La confusion était totale. Peu comprenaient l'ampleur de ce qui venait de se produire et encore moins imaginaient que le danger n'était pas terminé. L'intensité de la chaleur provoqua des incendies massifs qui se propagèrent rapidement, consumant ce qui restait debout. À Hiroshima, les flammes se fondirent en une tempête de feu qui asphyxia ceux qui étaient encore coincés sous les décombres. L'air devint irrespirable, chargé de fumée, de poussière et de particules radioactives invisibles qui s'accrochaient à la peau et pénétraient dans les poumons. À Nagasaki, la destruction du quartier d'Urakami et de ses environs isola la ville, compliquant les opérations de secours. Le paysage qui apparut après le passage de la boule de feu et de l'onde de choc semblait tout droit sorti d'un scénario apocalyptique. Des arbres carbonisés dressés comme des squelettes, des rivières couvertes de cadavres, des animaux morts éparpillés parmi les décombres fumants des habitations. Les infrastructures furent anéanties. Ponts effondrés, voies ferrées tordues, réseaux d'eau et d'électricité hors service. La vie urbaine cessa d'exister en un instant. Les premières estimations du nombre de morts étaient incomplètes, impossibles à préciser au milieu du chaos. On estime qu'à Hiroshima, entre 70 000 et 80 000 personnes moururent instantanément, tandis qu'à Nagasaki, les victimes immédiates furent évaluées entre 35 000 et 40 000. Pourtant, ces chiffres froids ne reflètent pas l'horreur tangible vécue par les survivants, qui se retrouvaient face à un cadavre à chaque pas et à des visages méconnaissables à chaque coin de rue. La plupart des hôpitaux, détruits ou gravement endommagés, furent rapidement débordés par l'afflux massif de blessés. Médecins et infirmières, eux-mêmes blessés, soignaient avec des moyens dérisoires, sans anesthésie suffisante ni médicaments pour combattre les infections. De nombreux patients moururent quelques heures ou jours plus tard, non pas à cause de l'explosion elle-même, mais faute de soins appropriés. Quelques heures plus tard, une pluie noire commença à tomber sur Hiroshima et Nagasaki. Cette précipitation chargée de suie, de poussière et de particules radioactives tachait la peau et les vêtements de ceux qui se trouvaient encore à l'extérieur. Beaucoup de survivants, assoiffés et désespérés,
burent cette eau contaminée sans savoir qu'ils ingéraient un poison invisible. Les conséquences de cette exposition ne tardèrent pas à se manifester. L'ampleur du désastre fut telle que les autorités japonaises, abasourdies par la nouveauté et la brutalité de l'arme, mirent du temps à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un bombardement conventionnel. Les survivants décrivirent un unique éclair, une vague de chaleur brûlante, puis une destruction totale, quelque chose de radicalement différent de toute attaque précédente. La confusion initiale céda rapidement la place à la certitude qu'un événement inédit venait de changer le cours de la guerre et de l'histoire de l'humanité. Au sol, les montres bracelets et horloges murales ayant survécu à l'explosion indiquaient toute l'heure exacte de la fin de la normalité, les aiguilles figées à l'instant précis de la déflagration. Les jours sans soleil, les premiers mois après l'explosion de Fat Man et Little Boy. Dans les semaines qui ont suivi les explosions, Hiroshima et Nagasaki ont cessé d'être des villes vivantes pour devenir d'immenses champs de ruines et de morts. La fumée des incendies a mis des jours à se dissiper complètement, et lorsqu'elle l'a fait, elle a révélé une géographie méconnaissable. Les rues, autrefois centres de commerce et de vie sociale, se sont transformées en couloirs de décombres, parcourus par des silhouettes humaines marchant lentement, à la recherche de membres de leur famille disparus ou du moindre signe de ce qui avait été leur foyer. Le nombre de morts ne cessait d'augmenter. Beaucoup des blessés ayant survécu à l'onde de choc et à la chaleur brûlante ont commencé à succomber à des blessures internes, des brûlures et des hémorragies. Les plaies, exposées à la saleté et à l'absence d'hygiène, s'infectèrent rapidement. Dans un contexte où l'eau potable, les médicaments et un système de santé opérationnel faisaient défaut, chaque coupure ou brûlure se transformait en une sentence de mort. Les médecins improvisaient des pansements avec des tissus récupérés parmi les ruines, tout en essayant de classer les patients, qui pouvaient être sauvés et qui ne le pouvaient pas. La cruauté de cette décision a marqué à jamais la mémoire de ceux qui ont dû la prendre. Quelques jours plus tard, des symptômes apparurent, déconcertant même les médecins les plus expérimentés. Des personnes qui semblaient indemnes commencèrent à tomber malades de manière soudaine. Forte fièvre, vomissements, diarrhée, perte de cheveux et taches violettes sur la peau. Les corps s'affaiblissaient à un rythme alarmant et, en quelques jours, ces personnes mouraient. Ce que personne ne comprenait vraiment à l'époque, c'était qu'elles étaient victimes des radiations ionisantes libérées par la détonation. La bombe avait blessé même ceux qui ne présentaient pas de blessures visibles. La pluie noire, tombée quelques heures après les explosions, laissa son empreinte dans l'organisme de ceux qui l'avaient absorbé ou bu. Beaucoup l'avaient accueillie comme une bénédiction momentanée pour étancher leur soif et nettoyer la suie de leur visage, sans savoir qu'elle contenait des particules létales. Les symptômes se multipliaient, inflammation des gencives, hémorragies internes, perte de conscience. Les familles voyaient leurs proches se détériorer sans pouvoir rien faire, prisonniers d'une attente silencieuse vers la fin. Dans les semaines suivantes, les villes se transformèrent en camps improvisés de déplacés. Ceux qui avaient perdu leur maison campaient sous des bâches, des toits de fortune en bois ou à l'air libre, exposés aux intempéries. L'été japonais apportait une chaleur humide insupportable le jour et des nuits peuplées de moustiques et de nuisibles proliférant au milieu de la décomposition. Les cadavres qui n'avaient pu être incinérés se décomposaient dans les rues, sur les rives et dans les cours, devenant des foyers de maladies. La nourriture était précaire, les rizières des environs avaient été contaminées ou détruites et les réserves de grains étaient insuffisantes. Les survivants dépendaient de rations minimales distribuées par les autorités, tandis que certains risquaient leur vie en s'aventurant dans les zones proches de l'épicentre pour chercher des ustensiles, de la nourriture ou tout objet utile. Ce qu'ils trouvaient était souvent calciné, fondu ou couvert de poussière radioactive. Sur le plan psychologique, l'impact était aussi profond que sur le plan physique. Les survivants, qui ne comprenaient pas encore totalement le type d'armes qui avait anéanti leur ville, vivaient dans une peur constante. Chaque jour apportait des nouvelles de décès soudains, de symptômes apparaissant chez des personnes apparemment saines, d'enfants qui cessaient de marcher ou de parler sans explication. Le traumatisme de l'instant de l'explosion se mêlait à l'angoisse de ne pas savoir si soi-même ou ses proches étaient condamnés. Les opérations de secours, qui furent chaotiques dans les premiers jours, se transformèrent rapidement en efforts de récupération des cadavres
et de nettoyage des débris. Soldats, pompiers et bénévoles travaillaient sans aucune protection, s'exposant à la radiation sans le savoir. Parfois, le poids psychologique de la tâche devenait insupportable. Soulever des poutres fumantes et trouver dessous des personnes méconnaissables. Il n'était pas rare que ceux qui aidaient dans ces tâches tombent malades quelques semaines plus tard. À Hiroshima, les équipes de secours faisaient face à un paysage de dévastation presque plat. L'onde de choc avait rasé jusqu'à 13 km² de ville. À Nagasaki, la destruction se concentrait dans la vallée d'Urakami, mais l'ampleur de la souffrance n'en était pas moindre. Là, les collines et le relief avaient retenu la chaleur et la fumée, multipliant l'effet des incendies. Les églises, usines et quartiers ouvriers furent réduits à des ruines noircies. À mesure qu'août se transformait en septembre puis en octobre, des équipes médicales et scientifiques commencèrent à arriver pour enquêter sur les événements. Certaines étaient japonaises, d'autres envoyées par les États-Unis dans le cadre de l'occupation. Ils prélevaient des échantillons, photographiaient les restes, mesuraient les niveaux de radiation. Mais cette activité ne signifiait pas une aide directe aux blessés. La priorité était de comprendre la nouvelle arme, non de secourir les victimes. Pour les survivants, cette indifférence officielle fut une blessure supplémentaire, profonde et invisible. L'arrivée de l'automne n'apporta aucun soulagement. Les pluies, bien que moins contaminées que les premières précipitations noires, aggravèrent les conditions de vie de ceux qui vivaient en plein air. Les maladies respiratoires s'ajoutèrent aux troubles gastro-intestinaux et aux séquelles des brûlures. Les enfants, particulièrement vulnérables, commencèrent à mourir en grand nombre, victimes de malnutrition et d'infections. Dans les premiers mois, il devint évident que les conséquences du bombardement ne se limitaient pas au moment de l'explosion. Pierre sur pierre, la destruction brutale des bâtiments à Hiroshima et Nagasaki, l'explosion des bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki a provoqué une dévastation urbaine sans précédent dans l'histoire. À Hiroshima, la bombe Little Boy a explosé à environ 600 mètres au-dessus du centre-ville, libérant une énergie équivalente à 15 kilotonnes de TNT. L'épicentre se trouvait dans une zone densément peuplée, où le réseau de rues et de quartiers était principalement constitué de maisons en bois et en papier, caractéristiques de l'architecture traditionnelle japonaise. L'onde de choc, suivie d'une chaleur extrême, a entraîné l'incinération quasi instantanée de ces structures, qui ont brûlé comme des torches en quelques secondes. Les calculs ultérieurs ont révélé que plus de 70% des constructions ont été détruites ou rendues inutilisables, le reste subissant de graves dommages. La géographie urbaine d'Hiroshima s'est transformée en un terrain plat couvert de débris. Les lignes de tramway tordues, les poteaux électriques tombés et les ponts partiellement effondrés étaient des témoins métalliques de l'ampleur de la catastrophe. Seules quelques structures, principalement en béton armé, ont résisté à l'onde de choc suffisamment pour rester debout, bien que gravement endommagées. L'exemple le plus emblématique est le bâtiment de la préfecture de promotion industrielle, réduit à son squelette de fer et à sa coupole métallique calcinée. Aujourd'hui connu sous le nom de dôme Genbaku ou dôme à bombe, il est devenu un symbole de la catastrophe et de la lutte contre la prolifération nucléaire. D'autres bâtiments ayant survécu à Hiroshima sont la bibliothèque de la Chambre de commerce, la banque de Hiroshima et l'hôpital de la Croix-Rouge, chacun avec des histoires de médecins et de civils ayant assisté les blessés dès les premiers instants, malgré des structures internes fissurées et noircies. La ville était en ruine, environ 69% des bâtiments ayant été détruits. Il est intéressant de noter que certains bâtiments en béton d'Hiroshima avaient été construits pour résister aux séismes fréquents au Japon et, bien que leur ossature n'ait pas cédé malgré la proximité de l'épicentre, les murs ont subi de graves dommages internes causés par la pression descendante de l'explosion. Comme la bombe a explosé dans les airs, l'explosion s'est davantage concentrée vers le bas que sur les côtés, permettant au dôme Genbaku de rester debout malgré sa position à seulement 150 mètres de la zone zéro. À Nagasaki, la bombe Fat Man a explosé à une altitude plus élevée avec une puissance équivalente à 21 kilotonnes de TNT. La vallée sur laquelle la ville était située a fait que l'onde de choc s'est propagée différemment, concentrant la destruction dans le quartier d'Urakami et les zones avoisinantes. Les constructions en bois ont été réduites en cendres, tandis que les bâtiments en béton proches de l'hypocentre se sont partiellement effondrés.
Cependant, la cathédrale d'Urakami, l'un des plus grands temples catholiques d'Asie, bien que presque entièrement détruite, a conservé une partie de son clocher et quelques murs, devenant un vestige matériel de la tragédie. Ont également survécu la prison d'Urakami et certains entrepôts portuaires dont la solidité structurelle les a protégés de l'effondrement total. Les ingénieurs et scientifiques ayant étudié les deux villes après la reddition japonaise se sont concentrés sur les raisons pour lesquelles certains bâtiments ont résisté. Ils ont découvert que la hauteur de la détonation était cruciale. En explosant dans l'air, la pression de l'onde s'est dispersée, bien que l'intensité ait suffi à détruire la plupart des structures légères. La qualité du béton, l'épaisseur des murs et la distance exacte à l'hypocentre ont déterminé les probabilités de survie. Paradoxalement, certains bâtiments restés debout sont devenus des abris improvisés pour les survivants dans les jours suivants, bien que la radiation interne des murs exposés représentait un danger invisible. Mutation génétique, les terribles conséquences de l'irradiation et de la pluie noire après les bombardements. Dans les mois qui ont suivi les explosions, lorsque les blessures visibles ont commencé à cicatriser chez certains survivants, un ennemi silencieux et persistant est apparu, invisible et imperceptible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La radiation libérée par Little Boy et Fat Man ne s'est pas dissipée avec la fumée des incendies ni avec les pluies d'automne. Elle est restée latente dans la terre, dans l'eau et surtout dans les corps humains qui avaient absorbé son énergie invisible. La radiation ionisante a endommagé les cellules directement, brisant les chaînes d'ADN ou générant des mutations par des réactions chimiques internes. Ce processus, imperceptible sur le moment, a déclenché un cycle de destruction biologique qui allait durer des décennies. Les médecins, encore inexpérimentés face à ce type de lésions, ont été confrontés à des symptômes déconcertants. Perte progressive de cheveux, anémie sévère, fragilité extrême de la peau, saignement de nez spontané et fièvre persistante sans cause apparente. Ce qui semblait au départ une maladie passagère s'est vite révélé être une condamnation à long terme. Certains survivants, notamment ceux situés à plusieurs kilomètres de l'épicentre, n'ont montré aucun signe immédiat de dommage. Ils pensaient avoir échappé au pire sort, mais la radiation interne, absorbée par inhalation ou ingestion, agissait lentement mais inexorablement. Des années plus tard, ils ont commencé à développer des cancers de la thyroïde, des leucémies et des tumeurs solides dans des organes vitaux. La fréquence de ces maladies dépassait largement celle du reste du pays, montrant clairement que les dommages génétiques étaient irréversibles. L'un des effets les plus dévastateurs a été la leucémie, qui est apparue avec une régularité alarmante entre 1947 et 1948, surtout chez les enfants et adolescents ayant survécu à l'explosion. Le système immunitaire, affaibli par la destruction de la moelle osseuse, ne pouvait pas produire suffisamment de globules blancs pour combattre les infections courantes. De nombreux enfants mouraient de rhume qui, dans des circonstances normales, auraient été bénins. Le taux de mortalité infantile a explosé et les familles ayant perdu plusieurs membres lors du bombardement ont vu la maladie emporter leurs enfants restants des années plus tard. La radiation n'a pas seulement touché ceux qui étaient présents le jour de l'attaque. Les femmes enceintes survivantes ont commencé à donner naissance à des bébés présentant des malformations congénitales, microcéphalie, déformations osseuses, retard du développement physique et mental. Certains sont nés avec des problèmes cardiaques ou des organes internes incomplets. D'autres n'ont survécu que quelques heures hors de l'utérus maternel. La science japonaise de l'époque, limitée par le manque de ressources et la censure imposée pendant l'occupation, n'a pas pu documenter tous les cas, mais le schéma était indéniable. Les dommages génétiques se sont également transmis aux générations suivantes. Bien que tous les enfants des Hibakusha, ils sont nés avec des problèmes visibles et des études réalisées plusieurs décennies plus tard ont confirmé une augmentation de l'incidence de certaines mutations héréditaires. Ces altérations, dans de nombreux cas, restaient latentes, mais pouvaient se manifester sous forme de maladies chroniques ou de prédisposition au cancer chez la descendance. La peau, organe directement exposé à l'énergie thermique et radioactive, a subi des séquelles qui ont perduré toute la vie. De nombreux Hibakusha ont développé des lésions cutanées qui ne cicatrisaient jamais complètement, des ulcères réapparaissant périodiquement et des zones d'hyperpigmentation ou de dépigmentation là où les mélanocytes avaient été détruits par la radiation. Dans d'autres cas,
les cicatrices de brûlures subies le jour de l'explosion se sont transformées en kéloïdes massifs, durcis et douloureux, limitant la mobilité et rappelant constamment le traumatisme initial. Les altérations de l'ADN ne se limitaient pas à provoquer cancer ou malformation, elles affectaient également la capacité reproductive. Les jeunes hommes et femmes ayant survécu avec l'espoir de reconstruire leur vie familiale découvraient que l'infertilité était une autre conséquence invisible du bombardement. Certaines femmes ont connu une ménopause précoce, tandis que chez les hommes, la production de spermatozoïdes diminuait drastiquement ou était affectée par des anomalies génétiques. Au niveau neurologique, les effets étaient également profonds. La radiation a endommagé le tissu nerveux chez ceux qui avaient reçu de fortes doses, provoquant convulsions, troubles de la coordination motrice et détérioration cognitive. Chez les enfants, le développement cérébral était interrompu, entraînant des handicaps intellectuels de gravité variable. Ces effets ne se manifestaient pas toujours immédiatement. Certains apparaissaient des mois, voire des années plus tard, compliquant encore la compréhension médicale du phénomène. Le paysage urbain d'Hiroshima et de Nagasaki, reconstruit lentement avec de nouveaux matériaux, cachait sous sa surface un danger persistant. Les particules radioactives piégées dans le sol et les sédiments des rivières continuaient d'émettre des radiations à des niveaux faibles mais nocifs pour ceux qui travaillaient ou vivaient dans les zones les plus contaminées. La récupération de ces espaces, dans de nombreux cas, s'est faite sans nettoyage approprié, exposant des générations entières à un risque continu. Au fil des années, les survivants ont compris que la bombe n'avait pas terminé son travail le jour de la détonation. Elle continuait d'opérer en eux, modifiant leurs cellules, affaiblissant leurs défenses, laissant des marques indélébiles. L'ennemi invisible était plus cruel que l'explosion initiale, car il ne détruisait pas instantanément, il usait lentement, volant force, espoir et temps. La radiation ne distinguait pas les soldats des civils, les jeunes des personnes âgées, ceux présents dans la ville par devoir ou par hasard. C'était une condamnation appliquée à tous de manière égale, mais dont les effets variaient de manière imprévisible. Certaines personnes ont vécu des décennies en relative santé, tandis que d'autres, exposés à des doses similaires, ils sont morts en quelques années. Ce caractère arbitraire augmentait la peur, car personne ne pouvait prévoir son destin. Les ombres de la guerre, le traumatisme psychologique et les profondes blessures qui se sont installées dans la société après les bombardements. Pour beaucoup de survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, le poids le plus insupportable n'était pas la douleur physique, mais le fardeau invisible du traumatisme. L'instant de l'explosion, avec sa lumière aveuglante et son fracas indescriptible, est resté gravé dans leur esprit comme une cicatrice permanente. Ces images de personnes réduites à des silhouettes, d'immeubles s'effondrant en une seule seconde, de corps en flammes revenaient sans cesse, sans prévenir, même des décennies plus tard. Le souvenir de la chaleur brûlante, de la pression écrasante de l'onde de choc et des cris déchirants de ceux qui imploraient de l'aide, formait une séquence récurrente dans les cauchemars des Hibakusha. Beaucoup se réveillaient au milieu de la nuit, trempés de sueur, convaincus que l'explosion venait de se reproduire. Le sentiment de vulnérabilité était absolu. Si une arme invisible pouvait anéantir tout en un instant, quel endroit au monde pouvait encore être considéré comme sûr? Le traumatisme était également alimenté par l'incertitude quant à la santé future. Savoir que les radiations pouvaient déclencher des maladies des années plus tard était une source constante d'anxiété. Chaque fièvre, chaque douleur, chaque chute de cheveux était interprétée comme le début de la fin. Cet état de vigilance permanent entraînait insomnie chronique, palpitations et symptômes correspondant à ce que l'on reconnaît aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique. Dans les années 1940, cependant, il n'existait ni diagnostic officiel ni traitement spécialisé pour ce type de séquelles psychologiques. Les enfants survivants ont fait face à leur propre forme de traumatisme. Beaucoup sont devenus orphelins et ont erré dans les villes détruites, formant de petits groupes pour chercher de la nourriture ou se protéger. D'autres ont été envoyés vivre avec des parents éloignés qui, parfois, les traitaient comme un fardeau. L'enfance fut brusquement interrompue. Les jeux, les études et les routines furent remplacés par le travail, la faim et la peur. Des années plus tard, ces enfants, devenus adultes, traînaient des souvenirs fragmentés et confus, marqués par la solitude et la perte.
Chez les adultes, le traumatisme se manifestait également sous forme de réactions physiques à des stimuli communs. Le bruit d'un avion, un éclair soudain ou le tremblement du sol pouvaient provoquer des crises de panique. La tension s'accumulait dans le corps, générant des douleurs musculaires, des problèmes digestifs et d'autres troubles psychosomatiques. Certains survivants développaient des comportements compulsifs, allumer et éteindre les lumières pour vérifier qu'un éclair ne se reproduirait pas, contrôler de manière obsessionnelle portes et fenêtres ou stocker de la nourriture par peur d'une nouvelle catastrophe. Le deuil collectif fut compliqué par l'absence de rituels funéraires traditionnels. Des milliers de morts furent incinérés dans des fosses communes ou laissés simplement là où ils étaient tombés sans que leur famille puisse leur dire adieu. L'impossibilité de réaliser des cérémonies bouddhistes ou shintoïstes pour honorer les défunts a généré un sentiment de dette émotionnelle que beaucoup portèrent toute leur vie. Sans clôture, la douleur restait ouverte, se perpétuant comme une blessure émotionnelle impossible à cicatriser. À mesure que la reconstruction avançait, le traumatisme prenait de nouvelles formes. Voir s'élever de nouveaux bâtiments sur les lieux où l'on avait perdu des proches provoquait des émotions ambivalentes, fierté pour la reconstruction, mais aussi douleur pour ceux qui disparaissaient. Certains hibakusha évitaient de passer par certains quartiers, incapables de supporter la transformation des lieux de mort en zones commerciales ou résidentielles. D'autres, au contraire, cherchaient à rester près de l'épicentre, comme pour conserver un lien avec ceux qui étaient tombés là. L'occupation américaine, qui limitait la diffusion d'images et de témoignages pendant les premières années, contribua également à l'isolement émotionnel. Parler de la bombe, de ses effets ou des scènes vécues devint difficile, non seulement à cause de la censure, mais aussi par crainte de ne pas être compris. Le silence devint une forme d'autoprotection, bien que ce silence finisse par peser autant que les mots tuent. Le traumatisme, au lieu de s'atténuer avec le temps, se consolida dans les profondeurs de la mémoire. La transmission de la douleur ne s'arrêta pas à la première génération. Les enfants et petits-enfants des hibakusha grandirent en écoutant des fragments d'histoire, en percevant des silences chargés de sens et en voyant les cicatrices physiques et émotionnelles de leurs parents et grands-parents. Dans de nombreux cas, ils héritèrent non seulement de la peur de la radiation, mais aussi d'une vision du monde marquée par la fragilité de la vie et la possibilité constante de la perte. Terre de personnes. L'incapacité du système de santé à faire face à la tragédie et à la crise dans le système de santé japonais. Avec le temps, Hiroshima et Nagasaki sont devenus des lieux où la médecine, telle qu'on la connaissait à l'époque, était totalement dépassée. Les hôpitaux qui n'avaient pas été détruits étaient surchargés de blessés, manquaient de lits, de matériel chirurgical, de médicaments, et le personnel était réduit au minimum. De nombreux médecins et infirmiers étaient morts le jour même de l'explosion. D'autres étaient gravement blessés et tentaient malgré tout de soigner les autres, luttant contre la fatigue, la déshydratation et leurs propres brûlures. Le manque de ressources était absolu. L'anesthésie faisait tellement défaut que des amputations et des nettoyages de plaies étaient pratiqués avec seulement un morceau de tissu à mordre. Les antibiotiques, encore rares au Japon en 1945, n'étaient pas disponibles pour la plupart des patients, et les infections se propageaient sans contrôle. Les pansements improvisés avec des tissus récupérés dans les décombres devenaient des foyers bactériens. Les blocs opératoires, quand ils existaient, fonctionnaient sans conditions minimales de stérilisation. Les maladies contagieuses ont trouvé un terrain fertile dans ce chaos. La dysenterie, le tétanos, la tuberculose et la pneumonie emportaient des victimes qui, dans d'autres circonstances, auraient eu une chance de survivre. Le système immunitaire affaibli par les radiations facilitait la transformation des infections communes en sentences de mort. Dans les zones d'abri improvisées, la proximité physique et le manque d'hygiène accéléraient la contagion. Le manque d'eau potable aggravait la situation. Les systèmes d'approvisionnement ayant été détruits, de nombreux survivants buvaient de l'eau de rivière ou recueillaient de l'eau de flaques contaminées. Il en résulta une épidémie de maladies gastro-intestinales affaiblissant encore davantage ceux qui luttaient déjà pour se remettre de brûlures, fractures ou plaies ouvertes. Les enfants et les personnes âgées, les plus fragiles, étaient les premiers à succomber. À cette tragédie sanitaire s'ajoutait l'incompréhension des effets des radiations. Les symptômes les plus étranges, tels que la perte de cheveux,
les hémorragies internes, les ulcères cutanés, déconcertaient même les médecins expérimentés. Il n'y avait pas de traitement spécifique. Aucun protocole n'existait pour inverser les dommages à la moelle osseuse ou aux organes internes causés par une exposition à de fortes doses de rayonnement ionisant. Faute de réponse médicale, les familles recouraient à des remèdes maison, des infusions et des rituels traditionnels, dans l'espoir de soulager ce que la science ne pouvait guérir. Dans les semaines suivantes, le nombre de morts augmentait chaque jour, non pas à cause de nouvelles explosions, mais à cause de l'incapacité à sauver ceux qui avaient survécu au choc initial. À Hiroshima, on estime qu'environ la moitié des blessés graves sont décédés avant la fin août. À Nagasaki, la situation était similaire, avec des hôpitaux saturés au point d'avoir des patients dans les couloirs, les cours et même dans les escaliers, ne recevant que des soins minimaux. Dans de nombreux cas, la mort arrivait lentement, signalée par une forte fièvre, un affaiblissement progressif et une perte totale d'appétit. Certains patients, conscients de leur détérioration, demandaient à être ramenés dans ce qu'il restait de leur maison pour mourir près de leur famille. D'autres mouraient dans la solitude, entourés d'inconnus, tandis que médecins et infirmiers couraient dans tous les sens pour essayer de soigner tout le monde. L'effondrement sanitaire n'affectait pas seulement les victimes directes des bombes. Les personnes nécessitant des soins pour des maladies préexistantes, des accouchements compliqués ou des accidents courants se retrouvaient sans accès à aucune assistance. L'impact sur la santé publique fut si profond que, pendant des mois, toute affection se transformait en menace sérieuse pour la vie. L'aide extérieure mit du temps à arriver. L'occupation américaine, qui commença peu après la reddition du Japon, privilégia l'évaluation militaire et scientifique des effets de la bombe plutôt que l'assistance médicale massive. Les équipes médicales envoyées par les forces d'occupation soignèrent certains blessés, mais leurs ressources étaient limitées et leur présence ne compensait pas l'effondrement généralisé du système de santé local. De plus, dans de nombreux cas, la priorité était d'étudier les effets de la radiation plutôt que de les traiter. Pour les hibakusha, le temps devint un ennemi. Chaque jour sans soins appropriés réduisait les chances de récupération. Les brûlures profondes non traitées développaient des infections qui se propageaient dans le sang, provoquant des septicémies mortelles. Les fractures ouvertes, sans chirurgie ni désinfection appropriée, se gangrénaient, entraînant des amputations d'urgence qui, sans anesthésie ni antibiotiques, présentaient un risque élevé de mortalité. La douleur, physique et émotionnelle, s'intensifiait dans les lieux où les familles ne pouvaient pas s'occuper des blessés. Dans certains cas, le manque de force pour les transporter à l'hôpital les obligeait à rester immobiles dans leur maison détruite, entourés de mouches, avec pour seul soulagement un peu d'eau ou un linge humide sur le front. Le sentiment d'impuissance, pour celui qui voyait ainsi mourir un être cher, était aussi dévastateur que la douleur du blessé. L'absence de traitement spécialisé signifia également que de nombreuses séquelles physiques restaient non corrigées. Les survivants avec de larges brûlures furent marqués à vie, avec des cicatrices limitant leurs mouvements ou provoquant des douleurs chroniques. D'autres, ayant perdu des membres, durent s'adapter sans prothèses appropriées, dépendant de leur famille ou recourant à la mendicité dans des villes qui sentaient encore la cendre. Hibakusha. Les survivants des bombardements atomiques victimes de discrimination et de violences sociales. Après l'horreur initiale et la longue chaîne de décès dus aux blessures et aux maladies, les hibakusha, nom donné aux survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, ont été confrontés à un ennemi différent, plus silencieux et corrosif, le rejet social. Dans une nation qui tentait de se remettre physiquement et moralement, les irradiés ont commencé à être perçus non pas comme des victimes, mais comme des porteurs d'une menace invisible. La peur de la radiation était profonde et largement alimentée par la désinformation. On ignorait exactement comment se transmettaient ces effets. Beaucoup croyaient que les hibakusha pouvaient contaminer les autres par le contact physique, la cohabitation ou même la proximité. L'ignorance scientifique, ajoutée au silence officiel imposé durant l'occupation américaine, a favorisé une perception déformée et dangereuse. La censure d'après-guerre a joué un rôle crucial dans ce phénomène. Les forces d'occupation ont interdit la diffusion de photographies explicites, de témoignages directs et d'études détaillant l'ampleur de la tragédie. L'objectif était double:
éviter que la légitimité de l'usage des bombes soit remise en question et contrôler le récit international. En conséquence, une grande partie de la société japonaise ignorait l'étendue réelle des effets de la radiation, et ce vide d'information a été comblé par des rumeurs, des peurs et des préjugés. Dans les villes non touchées, les hibakusha étaient suspectés. Trouver un emploi devenait difficile. Certains employeurs craignaient que leur santé fragile ne les empêche de travailler à long terme, d'autres pensaient qu'ils pouvaient tomber gravement malades à tout moment, engendrant des coûts pour l'entreprise. Dans de nombreux cas, le rejet n'était pas exprimé ouvertement, il se camouflait sous des excuses ou des prétextes vagues, mais le résultat était le même, isolement économique et social. La stigmatisation s'étendait également aux relations personnelles. De nombreuses familles s'opposaient à ce que leurs enfants épousent un hibakusha par crainte que leurs enfants naissent avec des malformations ou des maladies héréditaires. Bien que la science ne soutienne pas toutes ces croyances, la perception populaire en faisait des barrières réelles. De nombreuses unions ont été brisées par cette pression, et certains survivants ont choisi de cacher leurs conditions pour éviter le rejet. À Hiroshima et à Nagasaki, la discrimination ne provenait pas uniquement de ceux qui vivaient loin. Même au sein des communautés de survivants, des divisions apparaissaient entre ceux qui avaient été plus proches de l'épicentre et ceux qui avaient subi des dommages moindres. Le degré d'exposition se transformait en une étiquette invisible déterminant avec qui partager logement, nourriture ou travail. L'ignorance de la radiation provoquait également des comportements irrationnels. Certains évitaient de boire l'eau ou de consommer des produits provenant des zones bombardées, croyant qu'ils étaient contaminés pour toujours. Dans les marchés et foires, les commerçants d'autres régions refusaient d'acheter les marchandises cultivées autour d'Hiroshima ou de Nagasaki, appauvrissant encore davantage les agriculteurs locaux et perpétuant la marginalisation économique. Cette stigmatisation affectait non seulement la vie pratique des hibakusha, mais aggravait également leurs séquelles émotionnelles. Avoir survécu impliquait déjà de porter des souvenirs insupportables et la peur de la maladie. S'ajoutait à cela le poids d'être perçu comme une menace ou un fardeau social. Beaucoup se sont repliés sur des cercles reclus, limitant leurs interactions au strict minimum et évitant de parler de leur expérience. Le silence, d'abord imposé par la censure, puis par la peur du rejet, est devenu une seconde condamnation. La désinformation officielle a eu un effet prolongé. Pendant des années, le gouvernement japonais n'a pas mis en place de politique publique claire pour protéger et prendre soin des hibakusha. Les premières aides financières et médicales sont arrivées tardivement et, dans certains cas, étaient conditionnées à la preuve d'une exposition directe à la bombe, ce qui engendrait des disputes et des soupçons entre les survivants eux-mêmes. La lutte pour la reconnaissance légale et l'indemnisation allait se prolonger pendant des décennies, obligeant beaucoup à revivre leur traumatisme dans des procédures bureaucratiques froides et longues. Pendant ce temps, les recherches scientifiques menées par des équipes américaines et japonaises, bien qu'avançant dans la compréhension des effets des radiations, ne se traduisaient pas toujours par des campagnes éducatives pour le grand public. Le savoir restait enfermé dans des rapports techniques et des laboratoires, tandis que la population continuait d'alimenter mythes et peurs. À partir de la fin des années 1940, certains hibakusha ont commencé à s'organiser en associations pour défendre leurs droits et diffuser des informations exactes sur leur situation. Cependant, la résistance culturelle à parler ouvertement de la bombe compliquait ces efforts. Dans un pays marqué par la défaite et l'humiliation nationale, beaucoup préféraient regarder vers l'avenir et éviter tout ce qui rappelait la destruction. La stigmatisation des irradiés ne se limita pas à l'immédiate après-guerre. Même plusieurs décennies plus tard, dans les années 1960 et les années 1970, des cas de discrimination sociale et professionnelle persistaient à l'encontre des survivants. Bien que les lois d'indemnisation se soient améliorées avec le temps, le poids du préjugé culturel ne disparut pas complètement, et certains hibakusha choisirent de mourir sans révéler leur histoire afin de protéger leurs enfants et petits-enfants des conséquences sociales. La gestion impossible, les difficultés de la politique et des infrastructures japonaises face à la catastrophe. Dans le Japon vaincu de 1945, le poids des bombes atomiques ne reposait pas seulement sur les villes détruites et les corps des survivants. Il pesait également sur un réseau politique affaibli, contraint de gérer une catastrophe sans précédent au milieu de l'occupation étrangère,
et d'un effondrement économique et social total. La question d'Hiroshima et de Nagasaki est devenue, dès le premier instant, un problème embarrassant que le gouvernement japonais n'était pas en mesure d'affronter ouvertement et efficacement. La reddition inconditionnelle, signée le 2 septembre 1945, plaça le Japon sous l'autorité du quartier général du commandant suprême des forces alliées, dirigé par le général Douglas MacArthur. Ce gouvernement militaire d'occupation avait un contrôle absolu sur l'administration, les communications et les politiques publiques. Toute tentative du Japon de traiter les conséquences des bombes était soumise à l'approbation ou à la censure des autorités américaines. Dans ce contexte, les priorités de l'occupation étaient claires: stabiliser le pays, éviter l'effondrement social et surtout garantir que le Japon ne redevienne pas une puissance militaire. Les questions humanitaires découlant des bombes étaient reléguées au second plan par rapport à ces objectifs stratégiques. Hiroshima et Nagasaki devenaient des espaces d'intérêt scientifique et militaire plutôt que des lieux de priorité pour les habitants. Le contrôle de l'information fut l'un des premiers obstacles. Dès les premiers jours, le SCAP imposa des restrictions strictes à la presse japonaise, interdisant la publication de photographies explicites des effets des bombes et limitant la diffusion de récits directs des hibakusha. L'objectif était d'empêcher l'opinion publique internationale, et particulièrement japonaise, de remettre en question la légitimité de l'usage de ces armes. Cela eut un effet dévastateur sur la capacité des survivants à rendre visible leur situation et à demander de l'aide. Le gouvernement japonais, affaibli et sous supervision étrangère, manquait d'autonomie pour développer des programmes d'assistance. Même les initiatives locales, comme des hôpitaux temporaires ou des campagnes de distribution alimentaire, étaient confrontées à des obstacles bureaucratiques et à des restrictions budgétaires sévères. La reconstruction d'Hiroshima et de Nagasaki commença lentement, mais sans plan global abordant la dimension sanitaire et sociale de la catastrophe. Pendant des années, les villes vécurent épargnées les ruines visibles, des habitations improvisées et une infrastructure incapable de soutenir l'ensemble de la population déplacée. Le manque de ressources n'était pas le seul problème. Il existait également une réticence politique à parler ouvertement des séquelles de la bombe, en partie pour ne pas tendre les relations avec les États-Unis, et en partie parce que la direction japonaise souhaitait projeter une image de reprise rapide et ordonnée. Reconnaître publiquement l'ampleur du désastre impliquait d'admettre que des dizaines de milliers de citoyens vivaient toujours dans des conditions précaires, malades et marginalisés, ce qui pouvait miner le moral collectif et la légitimité du nouvel ordre politique. Sur le plan international, Hiroshima et Nagasaki sont devenus des symboles que le Japon ne pouvait pas gérer librement. Pour certains pays, elles constituaient une preuve de la brutalité de la guerre moderne et de la nécessité d'interdire les armes nucléaires. Pour d'autres, elles étaient l'argument selon lequel la bombe avait accéléré la fin du conflit et sauvé des vies en évitant une invasion terrestre. Dans ce débat, la voix du Japon restait secondaire, conditionnée par la dépendance à l'aide et la supervision des États-Unis. Au niveau interne, les tensions politiques se manifestaient également dans la compétition pour les ressources. Les villes touchées réclamaient une attention prioritaire, mais d'autres régions du pays étaient également en ruine à cause des bombardements conventionnels et exigeaient des fonds pour leur propre reconstruction. Cela engendrait ressentiment et division. Certains considéraient Hiroshima et Nagasaki comme des cas exceptionnels nécessitant un traitement particulier, tandis que d'autres estimaient que tout le Japon avait souffert et méritait le même niveau d'aide. La reconnaissance juridique des hibakusha comme groupe bénéficiant de droits spéciaux a mis des années à se concrétiser. Ce n'est qu'aux années 1950 que des lois ont commencé à couvrir leurs frais médicaux et à accorder des compensations. Et même alors, le processus restait marqué par des critères restrictifs excluant de nombreux survivants. Le fait de devoir prouver une exposition directe à la bombe pour accéder à certains avantages créait une bureaucratie froide et distante, obligeant les victimes à revivre leur traumatisme à chaque démarche. Parallèlement, les puissances nucléaires utilisaient les données obtenues à Hiroshima et Nagasaki pour perfectionner leur programme d'armement. Les études sur les effets de la radiation, financées et supervisées par les États-Unis via la Commission des victimes de la bombe atomique, avaient un double objectif: comprendre les risques pour la santé et, en même temps, obtenir des informations stratégiques pour de futurs développements militaires.
Pour les Hibakusha, cela signifiait que leur souffrance était analysée, mais pas nécessairement prise en charge. La difficulté politique à faire face aux conséquences d'Hiroshima et Nagasaki ne résidait pas seulement dans la dépendance extérieure, mais aussi dans la tension entre mémoire et oubli. D'un côté, certains secteurs de la société et de la politique voulaient préserver le souvenir comme avertissement contre la guerre nucléaire. De l'autre, il y avait la pression d'avancer, de reconstruire et de tourner la page, même si cela impliquait de faire taire les voix de ceux qui vivaient encore sous l'ombre de la radiation. Dans cet équilibre précaire, les Hibakusha sont devenus des témoins gênants pour l'État. Leur seule existence rappelait un chapitre que beaucoup voulaient refermer. Question d'honneur, la capitulation gênante du Japon et de l'empereur Hirohito qui a abouti à l'occupation. Après les bombardements atomiques et la déclaration de guerre de l'Union soviétique contre le Japon le 8 août 1945, la haute direction militaire japonaise se trouva confrontée à une disjonction sans précédent. Les secteurs les plus radicaux de l'état-major préconisaient de continuer le combat, espérant infliger suffisamment de pertes à une éventuelle invasion alliée pour négocier de meilleures conditions. Cependant, la réalité stratégique était inéluctable. La puissance navale et aérienne américaine avait réduit au minimum la capacité défensive du pays et la menace de nouvelles bombes atomiques, ainsi que l'entrée en guerre de l'URSS, annihilaient toute option de résistance prolongée. L'empereur Hirohito, figure centrale et divine selon l'idéologie d'État japonaise, rompit avec la tradition de s'abstenir de décisions politiques directes. Lors d'une réunion du Conseil suprême pour la direction de la guerre, il exprima son souhait d'accepter la reddition selon les termes de la déclaration de Potsdam, à condition que l'institution impériale soit respectée. Cette intervention personnelle fut déterminante, car de nombreux officiers militaires s'accrochaient à l'idée d'une bataille finale sur le territoire national. Le discours enregistré par Hirohito, connu sous le nom historique de Jewel Voice Broadcast, ou le discours de la voix de joyau, fut diffusé à la radio le 15 août 1945, marquant la première fois que la voix de l'empereur était entendue par son peuple. Dans un langage cérémoniel et archaïque, il ne mentionna pas directement le mot « reddition », mais laissa entendre clairement que le Japon devait supporter l'insupportable pour sauver des vies et permettre la reconstruction du pays. Pour comprendre la gravité du communiqué, nous transcrivons la partie qui choqua la société japonaise lorsque l'empereur annonça « Nous avons analysé en profondeur les tendances générales du monde et la situation actuelle de l'Empire, et nous avons décidé de prendre des mesures extraordinaires pour mettre fin à cette situation. Par la présente, nous informons nos loyaux et dévoués sujets. Nous avons ordonné au gouvernement impérial de communiquer au gouvernement des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Chine et de l'Union soviétique que l'Empire accepte les termes de leur déclaration conjointe. Lutter pour le bien-être de nos sujets et partager la prospérité et le bonheur de toutes les nations a été le devoir solennel hérité de nos ancêtres impériaux et le principe directeur que nous avons défendu. En effet, notre décision de déclarer la guerre aux États-Unis et à la Grande-Bretagne a été prise avec la sincère intention de garantir l'autopréservation de l'Empire et la stabilité de l'Asie de l'Est. Il n'a jamais été dans notre dessein de violer la souveraineté d'autres nations ni d'étendre notre territoire. Puis, le chef de l'Empire du Japon, l'une des nations les plus fières ayant fait briller le soleil, annonça que tout était perdu. Cependant, après 4 années de guerre, malgré les efforts courageux de nos forces terrestres et navales, le dévouement de nos fonctionnaires gouvernementaux et le service loyal de nos 100 millions de sujets, la situation militaire n'a pas été nécessairement favorable pour le Japon. De plus, les tendances générales du monde ne nous ont pas été favorables. En outre, l'ennemi a commencé à utiliser une bombe nouvelle et cruelle, causant une destruction immense et indiscriminée, dont l'ampleur dépasse toute estimation. Si nous continuons à lutter, cela entraînerait non seulement l'effondrement et l'anéantissement définitif de la nation japonaise, mais également l'extinction totale de la civilisation humaine. Comment alors allons-nous protéger les millions de nos sujets et expier nos péchés devant les esprits de mes ancêtres impériaux? Pour cette raison, nous avons ordonné à l'Empire d'accepter les termes de la déclaration conjointe. La réaction interne fut complexe. Des milliers de soldats et d'officiers, incapables d'accepter la défaite, moururent ou participèrent à des tentatives de coup d'État pour empêcher la transmission du message impérial. Cependant,
l'émission eut lieu et en quelques heures, la plupart des opérations militaires japonaises cessèrent. Le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé USS Missouri, le ministre des Affaires étrangères Mamoru Shigemitsu et le général Yoshijiro Umezu signèrent l'acte de capitulation devant le général Douglas MacArthur et les représentants des puissances alliées. L'occupation américaine, dirigée par MacArthur en tant que commandant suprême des puissances alliées, fut une expérience sans précédent dans l'histoire moderne du Japon. Son objectif était de démilitariser et de démocratiser le pays. La Constitution de 1947 abolissait la capacité du Japon à déclarer la guerre et établissait un système parlementaire avec suffrage universel, y compris pour les femmes. La figure de Hirohito fut préservée comme symbole de l'État, mais sans pouvoir politique réel, et la célèbre Déclaration d'humanité fut publiée dans laquelle il renonçait à son statut divin. La reconstruction matérielle et sociale du Japon occupé inclut la dissolution de l'armée, l'épuration des dirigeants militaristes, des réformes agraires et l'introduction d'un système éducatif fondé sur des principes démocratiques. Les villes dévastées par la guerre, notamment Hiroshima et Nagasaki, devinrent des épicentres du mouvement pacifiste, tandis que le pays entamait un processus de croissance économique qui, en quelques décennies, le transformerait en puissance industrielle. La justification de l'horreur, la stratégie narrative des États-Unis pour ne pas assumer la responsabilité du massacre. Depuis le moment où la nouvelle d'Hiroshima a fait le tour du monde, la décision d'utiliser la bombe atomique est devenue l'un des actes les plus controversés de l'histoire contemporaine. Pour le gouvernement des États-Unis, dirigé à l'époque par le président Harry S. Truman, le récit officiel devait être solide, clair et capable de résister à la fois à l'examen international et aux doutes internes. La justification a été rapidement construite. Les bombes étaient nécessaires pour accélérer la fin de la guerre et sauver des centaines de milliers de vies, en évitant une invasion terrestre du Japon. Cet argument, répété par les hauts responsables militaires et politiques, reposait sur des projections élaborées par l'état-major américain. Selon ces estimations, une invasion conventionnelle, prévue dans le cadre de l'opération Downfall, pourrait coûter jusqu'à 1 million de pertes parmi les soldats américains et japonais, sans compter les victimes civiles. La bombe, affirmait-on, avait forcé une reddition rapide et inconditionnelle, évitant un bain de sang beaucoup plus important. Dans la rhétorique officielle, Hiroshima et Nagasaki n'étaient pas présentés comme un acte de punition, mais comme une décision pragmatique, douloureuse mais nécessaire, pour mettre fin à un conflit qui avait déjà coûté des dizaines de millions de vies. Le message était renforcé par l'idée que le Japon avait montré une résistance farouche, voire mortelle, comme lors des batailles d'Iwo Jima et d'Okinawa, où les troupes japonaises se sont battues jusqu'au dernier homme et où les civils se sont immolés plutôt que de se rendre. Dans ce contexte, l'utilisation de l'arme la plus puissante jamais créée se présentait comme la seule voie pour briser la volonté militaire japonaise. Parallèlement, la justification reposait également sur une base de puissance géopolitique. Le largage des bombes ne visait pas seulement le Japon, mais le monde entier, et en particulier l'Union soviétique, qui avait déclaré la guerre au Japon le 8 août 1945. Montrer la capacité destructrice de la bombe constituait en partie un message direct au nouveau rival stratégique dans le contexte de l'après-guerre. Hiroshima et Nagasaki sont devenus, involontairement, des scènes où se projetait la suprématie technologique et militaire des États-Unis. Pour l'opinion publique américaine, la justification a trouvé un terrain fertile. La guerre dans le Pacifique avait été marquée par des épisodes de brutalité extrême et une propagande déshumanisant l'ennemi. La majorité des Américains considéraient le Japon responsable de la guerre en raison de l'attaque de Pearl Harbor et des atrocités commises en Asie. Ainsi, lorsque Truman annonça le bombardement d'Hiroshima lors d'une allocution télévisée, une grande partie de la population l'accueillit avec soulagement, voire avec des célébrations, interprétant que la guerre touchait enfin à sa fin. Cependant, au Japon, le récit était très différent. La population, plongée dans le choc et la dévastation, percevait les bombes comme un acte d'anéantissement indiscriminé, une attaque contre des civils sans défense. La propagande de l'État japonais, avant la reddition, avait tenté de tirer parti de ce sentiment pour mobiliser la résistance finale, décrivant les bombes comme une arme inhumaine destinée à renforcer l'esprit de combat.
Mais après la capitulation, la censure de l'occupation empêcha la diffusion large de cette version en dehors du pays. Sur le plan international, la justification politique des États-Unis fut accueillie avec un mélange d'acceptation et d'inquiétude. Des alliés comme le Royaume-Uni et l'Australie soutinrent la décision, la considérant comme une partie d'un effort commun pour mettre fin à la guerre. D'autres exprimèrent des préoccupations quant aux implications éthiques de l'utilisation d'une arme capable de raser des villes entières en quelques secondes. L'Union soviétique, tout en dénonçant publiquement la destruction, comprenait le message implicite et accélérait son propre programme nucléaire. Avec le temps, la justification officielle commença à faire face à des critiques plus profondes. Certains historiens et militaires de haut rang, y compris des figures ayant participé à la planification de la guerre, soulignèrent que le Japon était déjà affaibli au point de se rendre avant août 1945 en raison du blocus naval, de la destruction de ses infrastructures et de l'entrée de l'URSS dans le conflit. Ils soutenaient que la bombe, plutôt qu'une ressource inévitable, avait été une démonstration de force et un acte destiné à façonner l'ordre mondial d'après-guerre. Pourtant, pendant des décennies, le récit dominant aux États-Unis est resté presque inchangé. Dans les manuels scolaires, les discours commémoratifs et la culture populaire, Hiroshima et Nagasaki apparaissaient comme des épisodes tragiques mais nécessaires. Cette approche avait un objectif, préserver la légitimité morale du pays à un moment où il s'affirmait comme leader du monde libre face à la menace soviétique. Au Japon, la difficulté à contrecarrer ce récit était due à la fois à la dépendance politique de l'après-guerre et aux besoins même de reconstruction. Parler ouvertement des bombes impliquait d'ouvrir des débats inconfortables sur les décisions militaires et diplomatiques du gouvernement japonais qui avait prolongé la guerre au-delà de tout espoir de victoire. Ce silence partiel a laissé les Hibakusha dans un espace ambigu, reconnus comme victimes, mais rarement placés au centre d'une discussion politique mondiale. L'héritage de la douleur, les répercussions internationales et les réflexions sur la crise humanitaire. L'utilisation des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki a ouvert de manière brutale un nouveau chapitre dans l'histoire de la guerre. La possibilité de détruire des villes entières en un instant, sans distinction entre combattants et civils. Au-delà de la justification politique et militaire, cet acte a soulevé des questions éthiques d'une ampleur que le monde n'avait encore jamais affrontée. Peut-on considérer légitime une attaque qui anéantit des dizaines de milliers de personnes en quelques secondes ? Est-il acceptable de décider du sort d'une population entière selon des critères stratégiques ? Dans les jours et les semaines qui ont suivi les bombardements, des voix critiques ont commencé à se faire entendre, bien que beaucoup aient rapidement été réduites au silence ou minimisées. Parmi elles, certains scientifiques du projet Manhattan, c'est-à-dire le programme américain ayant développé la bombe, ont exprimé leur profonde inquiétude quant à l'usage qui avait été fait de l'arme. Le rapport Frank, élaboré avant le lancement, avertissait des conséquences morales et diplomatiques de l'utilisation de la bombe contre des villes peuplées. Ses auteurs proposaient une démonstration dans un lieu inhabité à titre d'avertissement. Cette recommandation a été ignorée, et la décision finale a opté pour un usage direct, avec un impact immédiat et dévastateur. D'un point de vue humanitaire, les bombes n'ont pas seulement détruit des infrastructures et des vies humaines, mais ont laissé un héritage de souffrance prolongée qui constitue pour beaucoup un argument irréfutable contre leur utilisation. La mort instantanée fut, paradoxalement, la conséquence la moins cruelle. Les survivants ont dû affronter des brûlures insupportables, des maladies mortelles, des malformations congénitales pour les générations suivantes et une stigmatisation sociale qui les a isolés pendant des décennies. La ligne séparant la victoire militaire du crime moral est devenue dangereusement floue. Sur le plan international, les répercussions ont été immédiates et complexes. D'une part, les bombes ont accéléré la reddition du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui, pour de nombreux pays alliés, validait son utilisation. D'un autre côté, elles ont suscité une inquiétude croissante quant à l'avenir des conflits armés. Si une seule nation pouvait effacer des villes en une seule attaque, qu'est-ce qui empêcherait d'autres de chercher la même capacité ? Hiroshima et Nagasaki n'ont pas seulement marqué la fin d'une guerre, mais aussi le début d'une course aux armements sans précédent. L'Union soviétique, qui était entrée en guerre contre le Japon à peine un jour avant Nagasaki, comprit rapidement le message implicite.
Le pouvoir atomique n'était pas uniquement une arme contre un ennemi en guerre, mais un outil de pression géopolitique. Dans les mois qui suivirent, Moscou accéléra son programme nucléaire, déclenchant la compétition qui allait définir la guerre froide. La bombe devint ainsi un symbole de pouvoir et une menace constante pour l'humanité. Les répercussions éthiques se sont étendues aux traités et conventions internationaux. Dans les années suivantes, il fut discuté de la nécessité d'établir des limites claires à l'utilisation des armes nucléaires, mais la réalité politique du monde bipolaire rendait tout accord contraignant difficile. Les Nations Unies, créées en 1945 dans le but de promouvoir la paix, se trouvèrent très vite confrontées au dilemme de savoir comment traiter une technologie qui offrait à la fois dissuasion et destruction. Au Japon, le débat éthique se mêlait à la douleur nationale. Les villes d'Hiroshima et de Nagasaki furent lentement reconstruites, mais elles se transformèrent également en centres de mémoire et d'activisme contre les armes nucléaires. Chaque anniversaire du bombardement était, et reste à ce jour, un rappel de ce qui est en jeu lorsque l'humanité tente de franchir certaines frontières morales. Les Hibakusha, par leur témoignage direct, devinrent des porte-paroles involontaires d'un message qui dépassait les frontières japonaises. L'avertissement que la guerre nucléaire ne fait pas de distinction entre coupables et innocents. Le monde, cependant, ne s'est pas uni pour abolir ce type d'armement. Au contraire, la démonstration de puissance de 1945 incita plusieurs puissances à développer leurs propres bombes. Le Royaume-Uni, la France, la Chine et même des pays plus petits, comme Israël ou l'Inde, rejoignirent avec le temps la liste des nations dotées de capacités nucléaires. L'éthique fut subordonnée à la logique stratégique. La possession de la bombe devint une garantie de respect international et de sécurité face aux menaces externes. Le manque de considération humanitaire en 1945 a ouvert un débat qui reste d'actualité. Certains défenseurs de la décision insistent sur le fait que l'utilisation des bombes a sauvé des vies en évitant une invasion terrestre. Leurs critiques répliquent que l'objectif militaire aurait pu être atteint par d'autres moyens et que le choix de villes densément peuplées comme cible était, en essence, un acte d'extermination massive. Entre ces deux positions, s'étend un terrain gris où l'histoire, la politique et l'éthique s'entrelacent de manière indissociable. En ce sens, Hiroshima et Nagasaki sont plus que des épisodes historiques. Elles sont des avertissements permanents. Elles sont la preuve que l'humanité, en atteignant de nouveaux sommets de puissance destructrice, se confronte aussi à des dilemmes moraux qui ne peuvent être résolus par de simples calculs stratégiques. Les images de corps, de bâtiments réduits en poussière et de générations marquées par la radiation continuent d'interpeller les nations, leur rappelant que la victoire militaire ne correspond pas toujours à la justice ou à la légitimité.